la philosophie sous-jacente de neurooptimal. Comprendre la philosophie sous-jacente de neurooptimal. Eh bien, c'est la minute bouddhiste de Val Braun. Karma. Alors, on a tous entendu parler du karma, cette loi de cause à effet. Action-réaction. Il nous dit, Val, Newton était un bon bouddhiste. Chaque action a un effet opposé et égal. Ce que vous semez est ce que vous récoltez. La gravité existe, le temps existe, toutes les choses naissent, persistent, à un certain temps et meurent. Et il dit, laissez tomber un œuf, il va forcément se briser. Ah oui, à une action, il y a une réaction qui est inévitable. C'est le karma. Alors le karma, cette loi de cause à effet, ma foi, elle n'est pas forcément un problème. Le vrai problème, c'est plutôt l'ignorance du problème, dans le sens l'enfouissement du problème. Quand on enfouit nos problèmes, on se rend compte à quel point ces problèmes ressurgissent avec force. Il est important de se rappeler que cette ignorance du problème, c'est-à-dire le fait d'enfouir les problèmes, c'est quelque chose de très passivement actif, en fait, je pourrais dire. Cette ignorance, ce n'est pas un non-savoir passif de quelque chose, mais un refus actif de voir la chose. Et encore une fois, je vous dis, quand vous avez des personnes qui... Vous recevez parfois des personnes qui vous disent « Je ne veux pas, par contre, que telle ou telle chose ressorte à la surface. » Vous n'allez pas d'emblée lui dire « Ah bah si, ça va ressortir à la surface. » Et c'est tant mieux pour vous. Mais vous pouvez lui faire comprendre que pour se débarrasser de la poussière sous un meuble, des fois, quand on ne peut pas y aller avec l'aspirateur, eh ben, on la fait sortir, cette poussière, avec le balai, peut-être, puis ensuite on l'aspire. Mais quoi qu'il en soit, à un moment donné, il faut bien que cette poussière soit aspirée parce que elle va s'amasser. Ça va créer vraiment beaucoup de dégâts au final. Donc l'ignorance, l'enfouissement du problème, c'est jamais bon. Parfois lâcher prise sur nos tentatives de nier, de changer, d'ignorer ce qui est, créer le problème que nous cherchons à soulager. Et alors là, ça engendre la dépression, l'anxiété, la colère. Au contraire, s'éveiller à ce qui est, tel quel, c'est comprendre que vivre dans le présent permettra une libération de la continuelle retraumatisation de cette histoire passée. S'éveiller à ce qui est, c'est accepter. L'acceptation est une base importante. Une action efficace, une transformation personnelle. Donc souvent, vous serez confronté à des personnes qui préfèrent enfouir plutôt que d'accepter la chose. Accepter, ça veut dire quoi? Encore une fois, ça veut dire s'éveiller à ce qui est. S'éveiller à ce qui est, encore une fois, ça nous emmène vers le présent. Tout ça nous emmène vers le présent. Nous continuons à éprouver la souffrance provoquée par le karma, action-réaction, en faisant la même chose, mais en espérant un résultat différent. On est tous là-dedans. Pourquoi continuons-nous de nous faire ça à nous-mêmes? C'est une aliénation, disait Einstein. Faire la même chose encore et encore en espérant de nouveaux résultats. Faire la même chose encore et encore en espérant de nouveaux résultats, c'est vrai que lorsqu'on ne change pas notre mode de vie, lorsqu'on ne change pas notre regard sur les choses, lorsqu'on ne change pas notre comportement
avec les gens, lorsqu'on ne change pas de comportement dans une situation spécifique, on se heurte au même problème, toujours, dans notre vie quotidienne. Et on s'étonne, en fait, que le problème est toujours là, alors qu'on continue à agir de la même façon. Donc on s'aperçoit en réalité, effectivement, que la seule manière de vivre une évolution, de se permettre d'évoluer, c'est le changement. Au lieu d'essayer de continuer à maintenir des choses en place au niveau de nos états quotidiens. Ben non. Et d'ailleurs, l'abréviation de karma, de cette cause à effet, c'est, alors je vous le dis pas, je vous le donne pas en anglais directement, mais K comme continuous, continuité, affectif, redéclenchement, maintien, attachement. On pourrait traduire ça par la continuité et redéclenchement du maintien à un attachement affectif. Quand nous parlons des problèmes, nous renforçons l'idée de ne pas être dans le moment présent. Nous réactivons également le même processus de pensée que nous avions lorsque nous avons créé le problème en premier lieu. Et encore une fois, Einstein nous dit « Nous ne pouvons pas résoudre des problèmes en utilisant le même mode de pensée que nous avons utilisé pour les créer. Nous ne pouvons pas résoudre les problèmes en utilisant le même mode de pensée que nous avons utilisé pour les créer. » Ça veut bien dire, encore une fois, que la nature même de la résolution du problème ne peut passer que par le changement. Changement, alors, ça peut être nos changements d'habitude, nos changements de comportement, nos changements de point de vue. Et on sait à quel point le point de vue est important au sein de Neurooptimal, vous l'avez compris. Aussi bien dans la manière de comprendre le cerveau que dans le point de vue mathématique d'analyse de l'activité électrique cérébrale, etc. Cette histoire de point de vue, elle est vraiment importante. Karma, c'est donc une abréviation de modèles répétitifs de pensée, hein, de sentiments et de comportements. Nous continuons à faire les mêmes choses. Et ces mêmes choses recréent les mêmes sentiments que par le passé. Ce qui génère les mêmes réactions. Ce qui motive en conséquence nos comportements et le comportement des autres autour de nous. Alors nous continuons à croire à la réalité de ces sentiments et comportements. Voilà, il appelle ça going to the coke machine. Il donne toujours cet exemple-là en disant qu'en allant chercher un coca à la machine, on peut être déçu de revenir avec un Pepsi. Mais j'aime beaucoup ce genre d'image et ce genre d'humour. Ça me fait beaucoup rire. Et il veut dire par là que si on s'attend à rien, en fait, on n'est jamais déçu. En ne s'attendant à rien, on n'est jamais déçu, finalement. Donc, en abandonnant vraiment nos modes de pensée répétitifs, nos modèles répétitifs de pensée, de sentiments, de comportement, eh bien, on donne chance au changement de se faire et donc de résoudre naturellement les problèmes, de trouver des solutions, en tout cas. Karma, samsara. Alors on est vraiment dans une philosophie indienne, hindoue. Nous nous auto-traumatisons essentiellement pour répéter le passé. C'est vrai que le passé est pour nous toujours une constituante fondamentale
quelque chose qui nous rassure. Et donc, plus nous nous engageons dans ces mêmes comportements que par le passé, dans ces mêmes sentiments, dans ces mêmes événements, plus nous finissons simplement par les recréer. Et donc, en redéclenchant les expériences affectives originales, eh bien, on les renforce. Donc, ça maintient notre attachement à notre histoire vécue, évidemment, c'est-à-dire l'histoire de notre moi, de notre vie, de notre monde. Voilà. Et c'est un paradoxe qui fait que on se sent à la fois au quotidien dans un lieu sûr, ça nous rassure de redéclencher ça, et puis à la fois, plus nous travaillons afin de surmonter cela, et plus nous continuons directement à le réincarner. C'est ce processus circulaire de recréation qui est appelé samsara, ou en philosophie hindoue, on appelle ça le cycle de la vie et de la mort. Plus nous nous engageons dans ces mêmes comportements, plus nous finissons simplement par les recréer. En redéclenchant les expériences affectives originales, nous les renforçons. Cela maintient notre attachement à notre histoire vécue, c'est-à-dire l'histoire de notre moi, notre vie, notre monde. Et plus nous travaillons afin de les surmonter, et plus nous continuons directement à les réincarner. Ce processus circulaire de recréation, c'est le cycle de la vie et de la mort appelé samsara. On peut sortir du cycle de la vie et de la mort. La libération des cycles du karma se produit en libérant l'ignorance et en revenant au présent. C'est ce qu'on appelle l'éveil. Libérer l'ignorance, ça signifie accepter, encore une fois. Nous nous éveillons littéralement à ce qui est. C'est la signification profonde de Bouddha. Revenir au présent correspond, encore une fois, vous l'avez compris, aux interruptions sonores et visuelles de Neurooptimal. Et là, chapeau, Val Brown. Parce que, qu'est-ce qu'on comprend? Et on comprend que le génie de Val Brown, qui est bouddhiste, je vous le rappelle, est d'avoir su transposer une philosophie à travers des algorithmes mathématiques, à travers un système informatisé, pour en arriver à faire que le système nerveux central, au lieu de s'échapper dans des instabilités fonctionnelles, est toujours redirigé vers le présent et vers le moment présent, considéré comme étant un éveil à ce qui est. Le retour au moment présent, cette coupure de son, qui est un message pertinent pour notre cerveau, ne fait que, effectivement, l'interrompre dans le développement de ce schéma d'instabilité. Et le présent est la seule chose qui puisse nous débarrasser du poids du passé ou de l'angoisse du futur. On va parler un petit peu de, justement, maintenant qu'on a compris cette notion de retour au présent, hein, qui n'est donc ni plus ni moins que la transposition d'une philosophie bouddhiste. On peut parler du concept des réponses d'orientation et de relaxation. OR, c'est un acronyme, pour le coup, qui se réfère aux réponses d'orientation.
et de relaxation. Vous savez très bien que cette interruption du son, cette interruption du son qui est pertinente parce que tout simplement le cerveau s'attend à la continuité des choses et qu'à partir du moment où on interrompt cette continuité, eh bien c'est un des mécanismes de base du cerveau qui fait que cette interruption devient un message extrêmement pertinent, comme pourrait l'être un coup de feu derrière votre porte, et qui, quoi qu'il en soit, interromprait immédiatement votre action pour vous concentrer sur ce coup de feu et vous mettre en état tout simplement de danger. Est-ce que je suis en danger? Eh bien, on va étudier voilà, cette réponse d'orientation parce que ce coup de feu derrière votre porte et cette interruption du son, c'est ce qu'on appelle une réponse d'orientation. C'est-à-dire qu'il y a une réorientation immédiate qui se fait. Cette réorientation, c'est l'état de mise en danger. Et encore une fois, on donne toujours l'image de... Toutes les images que je vous donne, vous pouvez les utiliser dans le rapport que vous avez avec votre clientèle, mais moi je donne toujours l'image de cette biche dans la savane déserte qui boit à un point d'eau, il n'y a rien autour d'elle, il y a un buisson, voilà. Elle est en train de boire tranquillement, elle n'est pas en danger. Par contre, si elle entend un craquement derrière le buisson, c'est-à-dire une différence de l'environnement sonore calme dans lequel elle était jusqu'à maintenant, eh bien, sa réponse d'orientation va être de se mettre en position de danger, de se poser la question de savoir si elle est en danger, ce qui fait que c'est un instinct de survie, hein, finalement. On comprend par là que cette interruption du son, elle fait appel chez nous à des instincts primaires très, très profondément ancrés, de l'ordre justement de la survie. Donc interrompre comme ça le flux auquel le cerveau s'attend et le mettre en position de danger répond vraiment à un besoin primaire qui, en l'occurrence, devra être suivi par ce qu'on appelle une réponse de relaxation. On va voir ça. La réponse d'orientation, donc. Cette réponse d'orientation, elle est due, comme on vient d'en parler, au fait que le système nerveux central détecte la différence, s'oriente vers cette différence. Premier point. Donc on est accaparé par le coup de feu. On est accaparé par ce message pertinent que représente l'interruption du son. C'est un processus psychophysiologique fondamental, essentiel pour préserver notre sécurité, c'est-à-dire on se met en position de danger. C'est ce qui nous permet d'échapper au danger. Lorsque le signal est élevé, la réponse d'orientation est robuste. C'est vrai qu'un petit coup de feu, un petit pétard dans la rue, ça ne nous fait pas forcément sursauter. Par contre, plus le message est pertinent et plus effectivement il aura d'impact. Lorsque le signal est faible, la réponse d'orientation l'ignore. Alors, à ce propos, eh bien, on s'est aperçu d'une chose, c'est que s'il y avait eu trop d'interruptions sonores audibles, on nous pose souvent la question, au niveau des interruptions sonores audibles ou non, ou du nombre d'interruptions sonores. Alors, il faut bien comprendre une chose, c'est que par rapport à ce qu'on a pu vous enseigner, vous n'êtes pas vraiment censé
le retenir ou censé le savoir, mais on dit à une variabilité émergente correspond une interruption de son. Bon, c'est pas très vrai, en fait. Parce que pour qu'il y ait une interruption du son, il faut qu'il y ait plusieurs variabilités émergentes détectées en même temps. Donc, c'est pas à une variabilité émergente correspond une interruption du son, c'est la réalité, c'est il faut qu'il y ait plusieurs. Je connais pas le nombre exact, peut-être même une dizaine de variabilités émergentes qui arrivent en même temps pour qu'il y ait une réponse, enfin une coupure dans le média, coupure de son dans les médias. Voilà, ça ne nous apporte rien au niveau des connaissances qu'on a, donc quand vous l'expliquez à quelqu'un, expliquez-le de la manière la plus simple. À une instabilité, à une variabilité, va correspondre une coupure de son. Mais je reviens sur le fait que ces interruptions de son ne sont pas, pour la plupart, audibles. Elles n'ont pas à l'être, hein, d'ailleurs, puisque ce système ne s'adresse qu'en background à ce qui est donc inconscient. Donc, même si il n'y avait pas d'interruption sonore audible, consciente, j'entends, eh bien, le travail se ferait aussi, quoi qu'il en soit. Maintenant, j'imagine que ça doit être un peu déstabilisant pour une personne qui vient en séance, à qui on fait comprendre qu'à une interruption sonore, il va y avoir donc une mise en miroir à travers cette coupure du média au niveau sonore, et que si cette personne n'entend aucune interruption du son, mais seulement la musique, alors qu'il y a eu des interruptions, mais au niveau inconscient, eh bien, cette personne peut se dire « Oh ben, j'ai payé 50 € ma séance, il ne s'est rien passé. » J'imagine que c'est une des raisons pour lesquelles un certain nombre d'interruptions sonores sont audibles. Et à l'inverse, eh bien, si toutes les interruptions sonores étaient conscientes, pour le coup, premièrement, ce serait inaudible au niveau de la musique. Ce serait insupportable. Et s'il y avait trop d'interruptions sonores aussi au niveau inconscient, figurez-vous que ce serait un peu à l'image de la différence entre un coup de feu isolé et un marteau-piqueur dans un flux continu de bruit. C'est-à-dire que s'il y avait trop d'interruptions sonores, eh bien, l'inconscient se déconnecterait de la pertinence des interruptions, de la pertinence du message. De même que le fait qu'un coup de feu soit isolé, c'est un signal élevé qui engendre donc une réponse d'orientation robuste. Mais si ces coups de feu répétés deviennent finalement un marteau-piqueur, s'avère être un marteau-piqueur, eh bien, notre système nerveux se déconnecte de la pertinence de ce message et assimile le flux continu de ces interruptions comme étant tout simplement du bruit, dans une ambiance de bruit. Et à ce moment-là, on n'est plus du tout en position de danger, ça n'engendre plus du tout de réponse d'orientation. On se déconnecte de la pertinence du bruit, hein, et on se remet à faire ce qu'on faisait avant sur le bruit. Voilà. Je pense que à l'intérieur même de Neurooptimal, il y a eu, enfin cette question elle s'est posée dans les réglages. Voilà, je pense qu'il y a eu un travail à ce niveau-là. Pas trop d'interruptions conscientes, pas trop non plus d'interruptions inconscientes, pour pas qu'il y ait le danger d'une déconnexion de la pertinence du signal. La réponse d'orientation est tournée vers l'information, plus précisément la valeur informationnelle des stimuli émergents comme possibles signaux de danger. C'est ce dont on a parlé, hein. Le coup de feu derrière la porte. À partir du moment où la pertinence d'un signal nouveau diminue, la réponse d'orientation disparaît.
Parce que nous travaillons toujours avec des ensembles de signaux significatifs, à savoir la variabilité émergente du système nerveux central. Les clients viennent en raison de leur souffrance vécue significative, qui se reflète dans la variabilité émergente de l'activité du système nerveux central qui est analysée. Celle-ci est renvoyée activement par feedback au système nerveux central et au client pendant l'entraînement neurofeedback dynamique. Oui, finalement ces instabilités fonctionnelles sont le reflet évidemment des souffrances de chacun ou des problématiques de chacun. Quel rôle joue la réponse de relaxation? Parce que finalement, notre biche dans sa savane déserte qui est en train de boire tranquillement et qui entend un craquement derrière le buisson, qui finalement s'avère être un craquement dû à une brindille qui craque comme ça par hasard sous l'impulsion du vent, ne craint donc rien. Elle n'est donc pas attaquée. Et donc à une réponse d'orientation qui nous met en position de danger, naît une réponse qu'on appelle de relaxation. Je ne suis pas attaqué, donc je ne crains rien, donc je me libère. La réponse de relaxation, c'est la partenaire de la réponse d'orientation, qui permet au système nerveux central de libérer sa souffrance, après avoir perçu qu'il n'y a vraiment aucune menace, malgré la façon dont le système nerveux a été sollicité pendant la séance avec Neurooptimal. D'où l'importance que durant la séance, la personne se sente la plus à l'aise possible, la moins menacée possible, la plus en confiance possible. D'où l'importance, donc, d'une installation confortable au sein de votre cabinet. D'où l'importance d'une musique qui lui convienne, qui lui permette cette relaxation. À une réponse d'orientation, à une alerte qui met le système nerveux central en danger, doit se faire une réponse de relaxation, c'est-à-dire vous ne craignez rien, vous n'êtes pas attaqué, vous pouvez totalement vous libérer de ces souffrances. Réponse d'orientation, réponse de relaxation. Tout ce que nous devons faire est d'interrompre le processus de recréation du traumatisme antérieur. Nous faisons cela dans Neurooptimal en interrompant le flux audiovisuel en cours. Chaque fois qu'il y a un léger battement d'aile, un léger fluttering dans une composante significative de l'activité du système nerveux central. Le système nerveux central s'oriente vers la différence qu'est cette interruption et se relaxe ensuite en revenant au présent, car il perçoit très justement l'absence d'une quelconque menace ou d'un quelconque danger allant à l'encontre de sa sécurité dans le contexte de la séance de neurofeedback. C'est donc important de bien comprendre ça. C'est donc important de bien comprendre que en soi, la réponse d'orientation seule n'est pas est une information isolée qui doit s'associer, quoi qu'il en soit, avec la réponse de relaxation. Donc, on pose souvent la question du confort du cabinet. Et oui, elle a une importance qui est considérable. On s'aperçoit que plus vous entraînez votre cerveau, quelle que soit la manière utilisée, je ne parle pas encore une fois de Neurooptimal, plus vous entraînez votre cerveau, plus vous vous donnez la chance de ne pas succomber aux maladies neurodégénératives. Donc, est-ce qu'on peut appeler ça un ralentissement?
Je ne sais, oui, probablement. Mais ce qui est perdu est perdu, oui, quoi qu'il en soit, ce qui est perdu est perdu. Et encore une fois, le but, c'est pas forcément de regagner quelque chose. C'est le but, c'est de faire que le surfeur puisse rouler dans la vague. On va pas diminuer la vague, on va pas augmenter la vague. On fait que cette vague puisse permettre au surfeur de se déplacer à l'intérieur de la manière la plus stable et confortable qui soit. On n'est pas dans le jugement du tout. On est dans l'observation. Et avec ce qu'on a, avec qui on est, avec ce qu'on est, on va essayer de faire au mieux. Voilà. Il n'y a plus du tout de données normatives qui comparent un individu à un autre en disant lui, il est plus ceci que toi. Lui, il sait mieux faire ça que toi. Lui, il a un cerveau plus ceci que toi. Non. On n'est pas du tout dans la comparaison. Donc voilà, donc quelle que soit la problématique ou la pathologie que vous pourriez poser, le rôle du dharma ou de ce qui est dans cette philosophie bouddhiste toujours. Oui, nous avons un dharma qui est, je vous le dis pas en anglais, perturbé, habituel, affectif, redéclenchement, maintien, vivacité. C'est la perturbation de ce qui est habituel au niveau affectif et le redéclenchement d'un maintien vital. Je vous rappelle que on est arrivé à ce sujet tout simplement parce que on parlait de notre réponse d'orientation par rapport à la réponse de relaxation, et on avait défini effectivement cette réponse d'orientation et de relaxation comme étant tout simplement le fait que cette réponse d'orientation vienne perturber ce qui était habituel. Donc là, on est bien dans le dharma, c'est-à-dire la perturbation de ce qui est habituel au niveau affectif et le redéclenchement d'un maintien vital. Le simple fait de perturber des schémas karmiques habituels libère la souffrance. Choisir le karma ou le dharma qu'on a vu, simplement en le libérant dans le présent et en acceptant ce qui est. Toujours en lien à cette fameuse coupure de son. Interrompre le passé avec le présent est vraiment un cadeau.